L'invité du jour, c'est Jules. Bonjour Jules. Bonjour. Vous êtes dessinateur, faut-il le rappeler. On vous retrouve, on vous avait déjà reçu d'ailleurs pour parler de 50 nuances de grec tous les soirs sur Arte vers 20h40. On vous reçoit à l'occasion de la parution des nouvelles aventures de Lucky Luke que vous avez co-signé avec HD. Et évidemment, Lucky Luke d'après Maurice, évidemment. Et celui-ci s'intitule Un cow-boy dans le coton. Un Lucky Luke un petit peu différent, on va y revenir, mais évidemment, pour commencer, je ne pouvais pas ne pas vous poser la question à propos de la fermeture des librairies. Déjà, dans un premier temps, vous avez annoncé que vous démissionniez. En fait, tous ceux qui étaient marraines et parrains de l'année de la bande dessinée 2020, vous avez décidé, devant l'incohérence et la contradiction des choix politiques à l'égard de la culture, de démissionner de ses responsabilités. Vous n'avez pas compris, vous non plus, qu'on ferme les librairies? Oui, parce que j'ai l'impression qu'on est quand même tous arc-boutés dans la même direction, qui est de freiner cette pandémie. Donc je pense que tout le monde a vraiment conscience de l'importance de faire attention, de respecter les gestes barrières. Et en fait, le fait de ne pas décréter les livres et les librairies comme commerce essentiel sous prétexte que ce seraient des lieux de contamination nous a paru complètement incohérent. C'est-à-dire que si le but était de freiner l'épidémie, la fermeture de ces petits commerces très scrupuleux en termes de règles sanitaires et par contre très très important en termes de morale de la nation, en termes de partage, ces choses-là nous ont paru suffisamment floues pour qu'on s'insurge. On espère vraiment que voilà, ça va être reconsidéré. On a quelques semaines devant nous. Voilà, ça vaudrait vraiment le coup que les gens qui prennent les décisions soient un petit peu moins technocratiques et juste fassent appel à un bon sens le plus élémentaire. Oui. Ce matin, un professeur de, pardon Valérie, ce matin, un professeur de médecine a répondu à un libraire, c'était sur une chaîne info, et lui a dit mais monsieur, le confinement, c'est pas pour faire du shopping. Oui, non, mais en fait, les gens ont quand même pas mal de culot, c'est-à-dire que c'est complètement à géométrie variable. C'est la raison, la science, en fait, a des dimensions qui arrangent chaque interlocuteur. C'est-à-dire que, en fin de compte, je pense qu'il y a un tout petit peu de rationnel, c'est-à-dire qu'un endroit fermé où on est plein, où on reste longtemps, c'est sûr qu'on se contamine beaucoup plus qu'un commerce où on fait très attention, où on passe, on ressort et on peut établir un protocole très très strict. Donc, ça sert à rien parce qu'on a peur de cette épidémie de charger une catégorie professionnelle particulière, d'accuser telle ou telle personne. En fait, je pense que le degré d'agressivité et d'accusation envers des gens est proportionnel finalement à la peur qu'on a soi-même et je dirais le désarroi des pouvoirs publics induit ces espèces de comportements irrationnels de mettre du scotch dans un supermarché à l'endroit où il y a des livres pour empêcher l'accès, alors qu'on peut se ruer au rayon tournevis. Ouais, les images étaient assez sidérantes, effectivement, de voir ces sacs poubelles mis sur des rayons livres. Pourquoi les livres et pas les appareils à raclette ou les tournevis, comme vous le dites. Vous avez eu une réaction ou pas du ministère de la Culture, puisque cette année de la BD se tenait sous les auspices du ministère de la Culture? Aucune réaction. On les a informés juste avant de notre décision. C'était un peu ridicule de continuer à faire un peu les marionnettes, ambassadeurs de charme, Ferrero Roche d'Or, d'une année qui de toute façon avait été complètement impactée par cette crise. Tous les événements, toutes les choses qu'on espérait faire ont été annulées, comme beaucoup de choses dans la vie de tout le monde. Donc voilà, on n'avait pas envie de servir de caution, alors que précisément, le slogan c'était « La France aime la BD ». Clairement, avec les décisions qui ont été prises, c'est le contraire qui est montré. Oui, alors évidemment, il y a les click and collect, il faut dire que les libraires s'organisent, mais encore une fois, comme le disent les libraires, ça ne va pas suffire à les sauver. Et ce que disait aussi une éditrice ce matin, c'est que ça représente assez peu finalement tout ce qui est vente par correspondance ou click and collect, ça représente assez peu du volume des livres et encore une fois, c'est ce géant américain qui risque d'en profiter, même si les libraires, encore une fois, disent appelez-nous, on a des sites, etc. Mais je crains que les injonctions du Premier ministre hier soir à dire n'achetez pas sur cette plateforme américaine soit assez peu suivi. Mais on en reparlera nous à 11h. Mais justement Valérie, moi je voudrais demander à Jules, est-ce que vous pourriez dire ce matin je ne veux pas que ma BD soit vendue sur Amazon? Est-ce que pourquoi pas les écrivains et autres ne diraient moi je ne veux pas que mon livre soit disponible sur les plateformes américaines, et comme ça oblige les gens à aller sur d'autres choses. Est-ce que vous seriez prêt à prendre un tel engagement?
Oh, c'est un peu une position de matamor, hein. C'est beaucoup de la com dans ces cas-là, parce que le vrai truc, c'est que le livre, c'est un écosystème. Il y a plein de façons de vendre des livres. Il y a les ventes à distance, les ventes par correspondance sur ces grandes plateformes, les grands espaces de vente, les hypermarchés. Pour une bande dessinée comme Lucky Luke, ça compte. Parce que les Lucky Luke, ils sont vendus dans tous les points de vente. Par contre, il y a d'autres auteurs qui ne sont vendus que justement dans des petites surfaces de librairie, conseillés par des libraires, parce qu'ils n'ont pas la grande visibilité, parce que c'est des petites maisons d'édition. Et pour eux, c'est vital, en fait, d'avoir encore cette interface de librairie. Donc, non, dire que l'appel à boycott, a priori, d'Amazon ne me paraît pas pertinent. Il faut juste réussir à soutenir ce qu'on aime. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a eu une demande d'ouvrir les librairies et la réponse du gouvernement a été on va interdire la vente de livres en grande surface, ce qui était complètement absurde. Est-ce que on parle beaucoup de la rentrée des classes là justement aujourd'hui. C'est vraiment le comportement de ces mauvais profs qu'on a tous eu, qu'on connaît tous. Il y a quelqu'un qui a fait une bêtise dans la classe, il y a toute la classe qui est punie en représailles. C'est vraiment une espèce de degré zéro de la pédagogie et c'est ce qui est quand même un peu désespérant, et pas seulement dans ce domaine-là, mais finalement dans les politiques publiques récemment. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a affaire au plus mauvais des plus mauvais profs qu'on ait pu avoir. Évidemment, l'autre actualité, ce sont évidemment les conséquences des caricatures dans le monde musulman. Et là, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est au-delà des caricatures, c'est la liberté d'expression qui est en jeu. Quelle est, votre position sur ce sujet? On voit Luc Ferry ce matin qui dit oui, peut-être qu'on n'est pas obligé de montrer les caricatures qui sont à la limite de la pornographie. Enfin, montrer des dessins, si c'est de la pornographie. Moi, cette déclaration m'a choquée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Jules? Non, mais de facto, on est obligé de rien. Hein. Mais en fin de compte, de dire ça, c'est-à-dire de se défausser sur des espèces d'explications alambiquées, ce serait ceci, ce serait cela. On passe en permanence dans des chocs de subjectivité. Les gens pensent que c'est offensant, pensent que c'est de la pornographie ou pas. Bon, c'est irresponsable et déprimant que Luc Ferry, qui a été ministre de l'Éducation, en arrive là. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est? C'est juste une façon d'enrober sa propre pusillanimité, sa propre trouille. C'est déprimant. Je pense que effectivement, le principe de fraternité, le principe de plaisir d'être ensemble, de prise en compte de l'altérité, il est capital. Donc, effectivement, c'est important de maintenir un dialogue, d'écouter ce que les gens ont à dire, même quand les gens sont offusqués, même quand les gens se sentent insultés. Je pense que c'est très important de poursuivre le dialogue. En revanche, de poser comme principe ceci est possible, ceci n'est pas possible, et complètement à la carte, encore une fois, c'est pas ça la liberté d'expression. Il y a un principe global, et ensuite, juste avec encore une fois une espèce de bon sens, de sens d'autrui, je pense que tout est possible. Les gens ont besoin d'être écoutés, et voilà. Mais c'est face on est en train quand même de parler de gens qui vont décapiter des profs ou poignarder des gens dans la rue. On n'est pas en train de parler à pleurer moucheté de ce qui est possible ou pas. Donc Luc Ferry, il faudrait qu'il la ferme. Oui, vous avez été dessinateur, vous à Charlie Hebdo, très proche de tous ces dessinateurs, oui, il y a longtemps. Vous pensez qu'aujourd'hui, c'est difficile, qu'il y a une autocensure qui va se faire de plus en plus, peut-être pas dans l'équipe de Charlie Hebdo, on l'a vu, mais que des dessinateurs peuvent aujourd'hui avoir peur? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'on a vu l'exemple de Philippe Geluck qui dit oui, on peut tout dessiner sauf ce qui touche à l'islam, alors qu'il l'a déjà fait par le passé. Donc c'est quoi? C'est une forme de trouille, d'autocensure qui se met en place? Probablement. Je crois que si on l'observe, tout le monde peut à peu près le voir. Hein. Voilà. J'ai l'impression que les gens qui sont à Charlie Hebdo, ils ont une espèce de côté risque-tout. Ils sont vraiment dans cette position de rien céder, de continuer à dessiner précisément ce qu'on leur demande de ne pas dessiner. À la fois, je comprends complètement les dessinateurs qui craignent des choses pour eux. Et voilà, c'est aussi très humain, quoi. Alors, on va parler de votre album qui est lui aussi plus que d'une certaine manière, qui est engagé, puisque Lucky Luke revient donc avec ce nouvel album, Un cow-boy dans le coton, et cette fois Lucky Luke hérite d'une plantation et il va découvrir le problème de la ségrégation, du racisme. Donc c'est un album engagé. Alors, en tout cas, c'est un album qui fait écho avec aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on avait envie d'inventer une nouvelle histoire de Lucky Luke qui soit à la fois hyper marrante, où il y ait plein d'actions, plein de suspense, parce que c'est ça le principe d'un Lucky Luke. Oui. Et puis que
ce soit bien pour les enfants, bien pour leurs parents, pour leurs grands-parents. Cette dimension comme ça très universelle de Lucky Luke, elle continue à fonctionner. C'est notre principe de départ. Et on s'est dit, si on allait l'envoyer en Louisiane, il n'est jamais allé dans cette région, ça va être beau à dessiner, les marécages, avec le magnifique, bayou, avec les crocodiles. Le dessin d'HD est incroyable dans cet album. Et il y a tout le côté, autant on emporte le vent, hyper romantique, des plantations, des grandes demeures, comme ça. Les scènes de fête sont vraiment, c'est très très précis, très minutieux dans le dessin, et c'est vraiment tout. Lucky Luke est une espèce de Scarlett O'Hara western, comme ça il arrive. Et forcément, quand on plonge dans ce monde-là, on voit aussi le revers de la médaille, qui est la civilisation de l'esclavage. Et du coup, pour la première fois, on a mis en présence Lucky Luke et la communauté noire. Et ce qui était bizarre, c'est que ça faisait 72 ans que Lucky Luke sillonnait les États-Unis dans tous les sens, sans jamais quasiment voir de noirs, sans qu'il y ait de personnages noirs. Et c'était un énorme manque qui nous est apparu de manière frappante, même si j'y avais jamais pensé auparavant. Mais quand on a commencé à réfléchir à ça, on a vu en fait que ça manquait singulièrement et qu'on avait besoin d'évoquer ces questions. Et par hasard, 4 ans après, parce que ça fait 4 ans qu'on travaille sur cet album, l'album paraît au moment de l'élection américaine et en plein mouvement Black Lives Matter. Et surtout, parce que ça c'est une question américaine, mais en pleine interrogation chez nous en Europe sur toutes ces questions. La mémoire de l'esclavage, la représentation des Noirs, leur visibilité dans la culture. Et on a bien vu les questions des déboulonnages de statues. Faut-il ou pas déboulonner les statues des personnes en lien avec la traite négrière? Le fait de renommer le livre d'Agatha Christie, Les 10 petits nègres, déprogrammer, autant on emporte le vent. Ces questions-là, elles fracturent énormément notre société. Et du coup, je ne sais pas si c'est un album engagé, mais c'est un album qui fait écho avec plein de débats et peut-être une sortie vers le haut de cette espèce de fracture stérile dans laquelle on est en train de s'enterrer, de dire Lucky Luke a quelque chose à nous dire à tous les milieux sociaux, toutes les générations, et peut-être justement, encore une fois, avec une humanité très simple, dire ce qu'on a en commun et ce qu'on a à dire sur ces questions, ça peut tous nous réunir finalement. Ouais. Et vous savez ce qui m'a plu, moi, Valérie? Alors, il y a deux choses qui m'ont plu. C'est les grands dessins, parce qu'il y a des pages avec des grands dessins qui sortent des cases habituelles. Et ça, on le voit rarement dans les BD. Il y a même une pleine page. 2 fois, il y a une pleine page. Et l'autre chose, c'est la dernière page qui m'a plu. Parce que dans la dernière page, vous expliquez que Bass Reeves, donc Bass Reeves est un des héros de la BD pour ceux qui vont la lire. Et en fait, moi, je ne le connaissais pas. Ça a été, en fait, le premier marshal noir qui a été adjoint à l'Ouest et shérif noir. Et en fait, c'est un vrai personnage. Comment vous avez eu connaissance du premier shérif noir des États-Unis? Il est né en 1838. Bah oui, parce que moi, au départ, je voulais créer un personnage de fiction qui allait expliquer à Lucky Luke ce que c'était que le Sud, ce que c'était que le monde de l'esclavage, ce que c'était que la communauté noire. Parce que comme Lucky Luke, on avait besoin de quelqu'un qui nous serve un peu de guide. Et je m'apprêtais à inventer un personnage, mais HD, le dessinateur de l'album, a trouvé ce vrai personnage, comme dans certains Lucky Luke où on faisait appel à Billy the Kid, Calamity Jane, qui avaient réellement existé, et qui sont rentrés dans la fiction, et qui sont devenus des vrais personnages de chez Lucky Luke. De la même façon, ce Bass Reeves, qui a arrêté 3000 personnes dans toute sa carrière, qui lui, c'est incroyable son histoire. Il est né esclave, il s'est enfui, il a fait toute une carrière au Kansas, d'abord auprès des Indiens, puis il est devenu shérif. Et ce personnage-là, c'était comme un peu un Lucky Luke avant l'heure. Et il était très célèbre à son époque. Hollywood a raconté son histoire, mais en le blanchissant. Et on l'avait complètement oublié. Et voilà qui ressort un petit peu de l'oubli, comme vraiment le symbole de cette Amérique noire de l'Ouest. Parce qu'on a découvert aussi, en faisant ces recherches, qu'un cow-boy sur 4 était noir. Et presque tous les autres étaient hispaniques. C'est pas du tout la vision de John Wayne qu'on a l'habitude de connaître avec les films de Hollywood. Comment vous avez travaillé avec HD? Parce que vous êtes dessinateur, HD est aussi dessinateur. Comment 2 dessinateurs travaillent ensemble sur un album comme celui-là? Je crois que c'est la marque de fabrique de notre association. C'est-à-dire que ça fait 3 albums maintenant qu'on a repris Lucky Luke ensemble. La série s'était un petit peu perdue à un certain moment. Les gens allaient moins vers Lucky Luke. C'était sans doute parce que il n'était pas forcément raconté par des gens qui viennent de la bande dessinée. Le fait que ce soit 2 dessinateurs, un au scénario, l'autre au dessin, qui s'associent, ça permet d'avoir quelque chose qui est à la fois très très fidèle au code inventé par Maurice et Goscinny, qui était un équilibre merveilleux. Moi, j'ai appris à lire dans Lucky Luke et je crois que pourquoi ce personnage est aussi sympathique et patrimonial et aimé par tout le monde, c'est parce qu'il y avait cet équilibre-là.
plein de références de lecture. Et donc avec HD, moi j'écris des scénarios, des gags, mais je pense toujours en découpage, en graphique. Et HD, lui, à partir de mon scénario, réinvente, change des choses aussi. Mais on a cette complicité-là. Je ne vais pas lui faire des choses impossibles. Moi, j'ai un sens du rythme et du tempo qui est celui d'un dessinateur. Et lui, il a la vision vraiment de comment mettre en page et raconter les choses de la manière la plus rigolote. Ouais. Et vous vous êtes imprégné des albums de Lucky Luke parce que j'ai repéré, moi je suis une grande fan de Lucky Luke, j'ai repéré 2-3 références, en particulier quand Avrel essaye de parler aux Acadiens, il dit quoi, cupi, je sais plus quelle est la phrase, c'est quelque chose qui était dans un des albums de Lucky Luke. Oui, il y a des petits clins d'œil pour les grands fans de Lucky Luke aussi, parce qu'il y a plein de références à des choses historiques ou culturelles. Et puis il y a les Dalton, surtout, on ne l'a pas dit, on retrouve les Dalton. Il y a les Dalton. Voilà. Il n'y a pas Rantanplan, Valérie. Voilà, il n'y a pas Rantanplan, mais les Dalton, ils nous permettent de rigoler, en fait, parce que l'histoire des Noirs aux États-Unis, c'est quand même une histoire tragique, de l'esclavage, c'est quelque chose de cruel, de violent, donc on en parle forcément, mais en même temps, les Dalton nous permettent, justement, parce qu'ils courent après Lucky Luke, ils veulent sa peau, ils veulent récupérer le magot, et c'est eux qui nous permettent de rigoler tout le temps, parce qu'ils comprennent rien, effectivement, les Acadiens, les Cajuns, en fait, qui sont ces francophones des marais de Louisiane. Les Dalton imaginent que ce sont des Mexicains en fait pendant tout le. Quand ils voient le Ku Klux Klan avec ses chapeaux, ses cérémonies, les croix enflammées et tout, ils sont sûrs que le Ku Klux Klan c'est une sorte de tribu indienne un petit peu palichonne, donc ils comprennent rien. Et c'est vrai que donc Avrel il s'adresse en pseudo mexicain aux Cajuns du Marais en disant quoi Mikiki et un clin d'œil à l'album Tortillas pour les Dalton. Voilà, je me souvenais plus dans lequel c'était, mais je me souviens, ça m'avait fait beaucoup rire. C'est un peu un truc culte. Et puis aussi, il y a plein de blagues. Par exemple, à un moment, la plantation de coton est dévastée par un ouragan, et puis les employés noirs disent c'est pas grave, on va replanter. On n'a qu'à mettre du tabac. Et après, ils disent non, pas du tabac. Il y a Lucky Luke qui a arrêté de fumer il y a longtemps déjà. Il y a des petits clins d'œil. Et on rit. Une dernière question. Et moi, j'avais une dernière question, une question média, Jules. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez, comment vous réagissez à Laurent Ruquier qui a dit que vous étiez son pire chroniqueur et que vous n'avez été là que pour faire de la promotion. Je vous ai pas entendu répondre à ça. Vous l'avez peut-être entendu. Oui, on m'en a parlé, mais je trouve qu'il a complètement raison. Moi, je voulais pas du tout être chroniqueur. J'étais venu pour rendre service un jour, mais en fait, on avait un deal qui était que, ok, tu chroniques les invités, puis on fera la promo de ton album. Et en fait, c'est un deal qui n'avait pas du tout été tenu à l'époque. Et donc, en fait, j'étais furieux. C'était, dans les conditions du direct, l'enregistrement. Donc, je voyais que l'émission passait et qu'ils n'étaient pas du tout en train de parler de l'album. Alors que moi, je m'étais tapé de lire les livres de tous les invités et d'écouter leurs disques. Donc, en fait, le deal n'était pas respecté. Non, mais c'était une incompréhension et je pense que Laurent Ruquier n'a pas eu toutes les informations concernant cet accord qui avait été passé avec la production. Mais c'est vrai que, on sait bien tous que le monde de la télévision est pire que le Far West. Donc c'est celui qui tire le plus vite. Très bien. Juste, une auditrice nous dit qu'elle a 63 ans et qu'elle a été choquée par les dessins des caricatures qu'elle trouve pornographiques et qu'on montre pas ça à des enfants de 13-14 ans. Je voudrais juste lui rappeler que les enfants, je crois que c'est un enfant sur deux, le chiffre est assez énorme d'enfants qui vont voir des films porno à partir de 10 ans. Donc je pense que des dessins, des caricatures sont très très loin de ce qu'on peut appeler la pornographie. Non mais en plus, soyons choqués. Pourquoi pas Elle a raison. Une dame de 73 ans ou 61, je sais plus. Elle a raison d'être choquée. Et elle a raison même de le dire, de vous téléphoner pour le dire. Mais voilà. On va pas tuer quelqu'un pour ça. Point à la ligne et on continue. Le dessin, il est fait pour choquer d'ailleurs les personnes qui l'ont dessiné. Ils ont cherché à être le plus choquant possible. S'ils n'allaient pas choquer, c'est le principe des caricatures. Voilà, donc qu'elle soit choquée, elle a raison, mais en même temps, il ne faut pas que ça induise le fait d'être mise en danger et de plus pouvoir faire pouvoir s'exprimer comme on veut. Merci beaucoup, Jules. Merci d'avoir été avec nous. Donc, un cow-boy dans le coton, c'est le dernier album de Lucky Luke qui cartonne. Gérard Collard, notre libraire préféré, nous a dit qu'il partait comme des petits pains. Voilà, et en tout cas, ça permet de changer les idées. Merci à vous d'avoir été avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dans un tout petit instant.